Voilà, bonjour à tous, je vous propose de débuter cette conférence sur les infrastructures. L'essor progressif des véhicules électriques, l'une des solutions clés, on le sait, pour la décarbonation du transport, dépend directement de l'infrastructure de recharge. Il n'y a pas de décarbonation sans infrastructure. Si la technologie des utilitaires et camions électriques évolue rapidement, l'adaptation et le développement des stations de recharge doivent suivre pour garantir une transition réussie vers des flottes zéro émission. Alors au-delà de l'aspect technique, cette conférence va aborder également les enjeux économiques et politiques en explorant comment les acteurs du secteur peuvent collaborer pour construire donc un écosystème intégré, on en parlera, de recharge adapté aux besoins des camions électriques. Alors je vous propose pour débuter d'accueillir tout d'abord Vincent Passot de Scania France, Saïd Kayal de Total Energy, donc Truck Solutions, Ludovic Lavarde d'Isivia, Martin Jurkowski de Voltix, donc Vinci, et Anthony Velk de Mobilize Power Solutions. Bah, je vois que vous avez déjà du succès, c'est déjà une bonne chose. On va commencer par vous, Vincent. Donc Vincent Passot, donc, de Scania France. Alors concernant les systèmes de recharge, alors bien sûr Scania est avant tout, je crois que le micro marche. Ouais. Non. Bonjour, bonjour. Ah si, c'est voilà. bon. Scania, bien sûr, est avant tout un constructeur, et on va le voir également, propose des recharges électriques. On parle quoi plus d'une solution de transport, hein? Oui, tout à fait. On n'aborde plus du tout le système de la même manière que d'habitude, puisque avec le véhicule électrique, il faut parler de solution de transport, puisque la recharge fait partie intégrante de la solution. Donc chez Scania, on sait que c'est quelque chose d'assez complexe, très nouveau pour nos clients. Et donc on va proposer effectivement le véhicule, mais aussi la solution qui va permettre la recharge. Cette solution, elle peut être multiple, hein, puisqu'elle va pouvoir être en itinérance, c'est-à-dire sur le trajet, ou alors elle va pouvoir être au dépôt ou à destination, c'est-à-dire chez le chargeur. Et on va vraiment accompagner nos clients sur sur toutes ces solutions de recharge pour qu'ils puissent conduire ces opérations de manière correcte. Donc, je parlais de solution transport. Je suis transporteur, j'achète un camion Scania. Vous proposez également l'infrastructure, la recharge? Oui, oui, tout à fait. Donc, pour ce faire, Scania a créé une filiale, et nous avons notamment une des filiales en France. Donc, la filiale s'appelle Erignon, ce qui va nous permettre, grâce à cette filiale, de proposer d'un côté le véhicule et de l'autre côté la solution de recharge au dépôt, ou à destination bien sûr, avec la solution qui va permettre d'opérer la station de recharge. Puisqu'il ne suffit pas d'avoir une station de recharge, il faut qu'elle soit opérée de manière correcte, à savoir qu'elle fonctionne, de manière optimale, avec un fonctionnement permanent et surtout surveillé. Et puis, dans cette solution de recharge, un des points importants va être aussi de contrôler l'accès à l'énergie pour avoir les meilleurs tarifs énergétiques et définir la stratégie de recharge du client en fonction de ses opérations et de ses contrats énergétiques. Vous dites que 70%, très très vite, 70% en tout cas des recharges va être Oui. au dépôt? Effectivement, on estime que 70% des recharges vont avoir lieu soit au dépôt, soit à destination chez le chargeur. C'est pour ça que c'est un point très très important pour nos clients, c'est d'être capable d'être autonome pour faire ces recharges chez eux. Donc vous avez l'avantage déjà d'avoir le véhicule, c'est-à-dire que vous analysez, je crois, d'abord le châssis, c'est ça, pour après proposer la solution de transport? Exactement. Pour proposer la bonne solution de transport, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord analyser le fonctionnement du client, on va analyser le cas d'usage. On a des outils de simulation qui vont nous permettre de vérifier où va le véhicule, quelles sont ses opérations à la journée, ce qui va nous permettre de déterminer un besoin en énergie. Une fois qu'on a défini ce besoin en énergie, on va proposer la meilleure solution de recharge. Souvent, ça va être au dépôt, mais on va aussi pouvoir proposer des recharges en itinérance au besoin. Et donc, c'est pareil, pour la recharge en itinérance, on accompagne aussi nos clients, puisqu'on propose une carte qui va permettre de recharger en itinérance. Et on a signé un certain nombre de partenariats avec des CPO
pour qu'on ait accès avec des tarifs privilégiés chez eux. Alors on le voit avec les nouvelles énergies, contrairement au traditionnel et historique gasoil, la transition énergétique et les nouvelles énergies ont besoin d'accompagnement. Alors l'accompagnement déjà du point de vue technique, technologique, mais également l'accompagnement est très important par rapport aux aides financières. Oui, donc les aides financières, c'est un autre sujet très important. Donc il existe des aides sur les véhicules. C'est pareil, on accompagne nos clients et on a un certain nombre d'obligés que l'on propose à nos clients qui vont leur permettre d'avoir les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, qui vont pouvoir leur permettre de bénéficier d'aides avantageuses sur les véhicules. Et il y a un deuxième type d'aide, et là aussi on les accompagne, c'est pour les points de recharge. Il y a l'aide qui s'appelle l'aide Advenir, qui va permettre de subventionner l'infrastructure de recharge. Et ça peut aller jusqu'à des montants assez élevés. On dit souvent que l'aide représente entre 25 et 30% de l'installation globale. Donc c'est quand même une aide qui est significative. Et là encore, via notre filiale Erignon, on accompagne le client, on va faire la demande à sa place pour avoir l'obtention de l'aide. Vous avez un peu d'avance par rapport aux autres, peut-être, en étant constructeur, en vendant le véhicule et l'infrastructure? Je dirais notre gros avantage là-dessus, c'est que comme on comprend bien les opérations, les véhicules sont connectés, on voit comment est-ce qu'ils fonctionnent et on est vraiment capable d'analyser le besoin en recharge. On va savoir, on a tout l'historique des véhicules et on a des outils qui nous permettent de vérifier, par exemple, sur un ensemble de flottes connectées, voir quel véhicule est électrifiable rapidement et où est-ce qu'on aura besoin de le charger. Et ça, c'est un vrai avantage, c'est de pouvoir dire aux clients, dans ton renouvellement, on partirait plutôt sur ce véhicule-là d'abord et on va lui proposer aussi la méthode pour recharger son véhicule. Saïd Kayal, donc Truck Solutions de Total Energy. On connaît Total plus les stations, mais vous proposez également, cette fois-ci pour notamment les poids lourds, en dépôt, en open dépôt. Vous allez nous expliquer tout ça. Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. Alors cela fait à peu près quelques décennies que nous accompagnons quand même le monde du transport routier dans ses besoins au quotidien. Nous comptons aujourd'hui 35 000 entreprises de transport qui sont clients, qui nous connaissent la marque Total Energy et la marque AS24. Et nous sommes très très fiers de cela. Et ça nous donne une grande envie de les accompagner davantage. L'électrique est un levier incontournable aujourd'hui dans leur transition énergétique. Donc, bien entendu, on les accompagne avec un motto du dépôt à la route. Et donc, concrètement, nous avons pensé une solution qu'on a baptisée e-Truck. On a présenté en salon ici avec le groupe Breger, qui utilise ce type de solution. Et concrètement, on l'a pensé comme un accompagnement complet, 360 degrés, parce qu'il y a des enjeux quand même côté transporteur. Vincent l'a mentionné, il faut acheter le camion d'abord, qui a un coût d'achat quand même 2 à 3 fois plus cher que le camion thermique. Il faut pouvoir le charger, le recharger pour assurer les tournées. Souvent en dépôt, parce que c'est là où l'électricité est la moins chère. Donc il faut toute une ingénierie autour du dépôt pour avoir l'infrastructure qui convient, qui est bien adaptée, qui est bien dimensionnée, qui est fiable. Et puis un élément très important, il faut que les tournées électriques soient aussi rentables que les tournées thermiques. Donc il faut s'outiller d'outils pour maîtriser les coûts et les piloter. Donc il faut un accompagnement complet en quelques mots. Nous, on a une solution autour de 6 composantes, pensée comme une solution complète. Il y a la fourniture d'électricité d'origine renouvelable à prix fixe, parce qu'il faut se protéger de la volatilité du marché pour le transporteur. On a une infrastructure sur mesure. Il faut penser pour le dépôt. Je reviendrai tout à l'heure, Hervé, sur l'open dépôt. N'allez pas trop vite. Mais... Ouais, pas trop vite. On a tout un ensemble de services liés à la maintenance et la supervision, très important pour la sérénité opérationnelle, parce que quand même c'est un outil de travail. Donc il faut une disponibilité assez élevée. On a l'accompagnement C2E, on est l'un des obligés. Donc nous accompagnons les transporteurs et nos partenaires. On a un partenariat avec Scania qu'on a annoncé au début de ce salon pour le montage des dossiers C2E avec des primes bonifiées. Et ensuite, sans oublier la carte qu'on a, Charge Plus Truck,
qui accompagne le camion du dépôt à la route. C'est un peu l'héritage qu'on a du carburant, c'est-à-dire il faut autoriser la recharge, gérer les plafonds de dépenses, limiter les choses. Donc toute cette sécurité est embarquée dedans. C'est 12%, je crois que c'est ça, vous m'avez dit, des transporteurs qui ont une carte. On a 12 à 15% de part de marché des transporteurs. Une belle avance quand même par rapport à vos... C'est une grande responsabilité, une grande envie de les accompagner. Donc c'est pour ça qu'on se met bien en route pour le faire. Et je rajouterai un petit mot quand même sur le transport, c'est que de plus en plus, c'est le TCO qui nous guide, qui anime notre action. Donc le TCO, c'est le coût global de possession du camion pour le transporteur. Donc on met à disposition des algorithmes qui permettent le pilotage de la recharge au bon moment pour optimiser le coût de la recharge. Donc on a une offre qui s'appelle Bonus Truck, qui va en permanence reprogrammer la recharge du camion pour aller chercher les créneaux horaires sur le marché du gros qui sont les moins chers. On a des recharges parfois gratuites, des recharges même où on paye le transporteur pour les faire. Donc tout cela, c'est dans une démarche d'améliorer la compétitivité de l'électrique pour le transporteur. Et je termine sur un dernier point, Hervé, vous l'avez mentionné, l'Open Depot. Nous, on pense qu'il n'y a pas un seul mode de recharge qui va être déployé sur le marché. On a le dépôt et la station, on est présent sur les deux. Mais notre parcours de maillage de réseau carburant nous apprend qu'en fait, il faut aller mutualiser les infras. Donc, on ouvre les dépôts petit à petit. Ce n'est pas un investissement supplémentaire pour le transporteur. C'est embarqué dans nos solutions à travers la carte. C'est une configuration. Donc, on a deux mutualisations possibles dans un dépôt. On appelle semi-privé et semi-public. C'est l'open. Il y en a un qui va être inauguré la semaine prochaine, mercredi, avec Daimler Truck en France, dans leur truck store qui s'appelle Agonès, où on est parmi les premiers à lancer ce open depot en France, où la recharge, l'infra de recharge, elle est pilotée, optimisée, mais surtout mutualisée. C'est-à-dire qu'il y a un besoin du dépôt et une ouverture vers l'externe pour des visiteurs, voire des partenaires qui peuvent venir augmenter le taux d'usage de l'infrastructure. Ce qui est très important, encore une fois, pour le TCO du transporteur. Mais j'arrive pas à trop comprendre pourquoi Total Energy ne profite pas de son réseau et privilégie plutôt les dépôts, notamment en entrepôt. Alors, Vincent... Enfin, plutôt les stations en dépôt, pardon. Vincent l'a rappelé, nous on pense 70 à 80% de la recharge va partir de dépôt. C'est pour ça c'est du dépôt à la route. Le dépôt présente des avantages de maîtrise du coût au niveau du coût de la recharge. Et puis, un avantage aussi de mutualisation. Et nous, notre expérience dans le maillage du réseau carburant, c'est pareil. Donc un peu, c'est le remake électrique, où on est parti de là où le transporteur en a besoin, en fait, du carburant, de l'électricité. Donc c'était vraiment dans les dépôts au départ. Et puis mutualiser les infrastructures pour augmenter le maillage et les compléter par les stations. Donc nous avons une approche un peu globale sur 4 modèles, dépôts, dépôts semi-privés, dépôts semi-publics et stations en parallèle qu'on développe en France. Et notamment les hubs logistiques, on peut en dire un mot, il y a une dizaine de stations qui sont prévues, je crois. Tout à fait, Hervé. En fait, mardi, nous avons annoncé avec la foncière, un grand acteur du foncier dans les zones logistiques qui s'appelle Prologis, nous avons annoncé un partenariat pour la construction de hubs logistiques pour poids lourds. Ce sont des centres d'éclatement à côté des agglomérations où le poids lourd arrive pour éclater la marchandise dans des véhicules utilitaires. Donc on va être présent sur ces zones-là pour assurer à la fois la recharge électrique du camion électrique qui arrive et des véhicules utilitaires qui repartent pour arroser en fait le dernier kilomètre à côté des agglomérations. C'est quelque chose que nous avons lancé avec Prologis, avec un premier site prévu à Moissy, en région parisienne, à partir de l'année prochaine. Anthony Welk, donc Mobilize Power Solutions. On va en 2 mots expliquer un petit peu ce que vous faites. On est un peu plus sur l'urbain. Donc il y a les véhicules, mais il y a également les stations de recharge. Bonjour Hervé, bonjour à tous, merci beaucoup. Je vais vous répondre, Anthony Welk, donc Mobilize France. Nous sommes une société du groupe Renault
Et nous portons des solutions de conception, de travaux et d'exploitation, de construction de stations de recharge, dont en grande partie au dépôt, je vais reprendre le débat, et également pour l'instant pour les véhicules utilitaires et les voitures, en itinérance sur le réseau Fast Charge. En ce qui nous concerne, effectivement, nous apportons une solution un peu plus modulée par rapport à mes confrères énergéticiens, et nous offrons, par notre bureau d'études, la possibilité, dans ce triptyque qui est de l'infrastructure, des véhicules et de l'énergie, la souplesse libérale de vous laisser le choix de votre fonctionnement, et notamment par Mobilize, la possibilité de concevoir une station au dépôt, dont nous assurons le service et la continuité pour vous de pouvoir charger vos camions correctement, avec des managements d'énergie pour optimiser le coût du kilowatt et donc votre TCO, et également de participer librement au choix de fourniture de votre énergéticien. Donc c'est un choix beaucoup plus libéral, c'est un choix vraiment voué à l'infrastructure et au service qui a complètement sa place dans le schéma avec mes confrères. Et pour répondre à votre question, Hervé, nous sommes donc bureau d'études, contractant général et exploitant de ces stations, et également exploitant des stations propres à Renault, je le redis, du nom de Fast Charge, qui se développent partout en France, en dehors du réseau autoroutier. On est plus sur de l'urbain, c'est décarboner les villes avant notamment les grands axes comme les autoroutes. Vous avez raison. Dans la vocation de la... Enfin, c'est une question. Vous avez raison, parce que je vais répondre dans le sens de votre question. La vocation de Mobilize étant de participer activement à la décarbonation du transport, un peu plus ciblée sur la décarbonation des centres-villes. Donc effectivement, nous y incluons par le groupe Renault les véhicules privés, professionnels, les VU, les camions, dans cette idée de décarboner vraiment moyen long terme et d'assurer le déplacement électrique en ville. Alors revenons un petit peu, également c'est important, c'est le nerf de la guerre, on va dire, le prix également de l'électricité en l'occurrence. Vous dites que le management de l'énergie des sites est important justement pour avoir un meilleur prix de l'énergie? Tout à fait. Mobilize n'est pas énergéticien, mais collabore parfaitement avec nos confrères français. Nous sommes absolument engagés sur le fait que votre TCO, le prix de vos kilowatts dans la recharge, va être maîtrisé. Donc nos solutions dans nos bureaux d'études portent aujourd'hui également sur des concepts avec batteries de stockage stationnaire qui permettent de moduler dans les achats-reventes évidemment le coût de l'énergie. Nous sommes absolument convaincus. On doit vous accompagner en ce sens sur la couche de management de ces infrastructures avec ces batteries incluses pour réussir cette maîtrise du TCO. On peut donner quelques exemples d'implantation dans différents pays, je crois, c'est ça? Alors effectivement, Mobilize est présent en France, dans le Benelux, et sur les mêmes schémas, en Allemagne, Italie, Espagne et UK, avec l'Irlande. Puis il y a notamment la ville d'Amsterdam. Vous me disiez en préparant oui, la conférence qu'il y a plus l'habitude de gérer l'énergie, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Effectivement, la remarque est intéressante. On s'est beaucoup inspiré dans le modèle Mobilize pour la décarbonation des centres-villes, notamment des camions, des véhicules utilitaires, de ce qui se passe dans les pays nordiques. Nous sommes allés nous inspirer, entre autres, de la ville d'Amsterdam, d'autres villes pays nordiques, dans lesquelles la volonté de décarboner le déplacement est plutôt un succès. Et les stations de recharge au dépôt sont un grand succès, elles sont importantes, elles sont ouvertes à confrères et concurrents entre eux et permettent d'aboutir avec une énergie verte en plus, une maîtrise du coût du kilowatt, une assurance que les camions sont chargés à temps, à telle quantité, de desservir l'agglomération urbaine de manière à être un succès tous les matins. Et c'est une inspiration très forte pour nous, notre concept. D'accord. Un mot du financement, leasing et option d'achat, c'est ça? Tout à fait. Le dernier point qui nous apporte à nous rapprocher de tous vous, les propriétaires et logisticiens, les exploitants de camions, c'est de vous éviter d'entrée de jeu dans nos échanges la réflexion du CAPEX ou la crainte du CAPEX. Donc nous favorisons le leasing, service inclus, sur les matériels que nous construisons chez vous, de manière à ne pas vous donner cette lourdeur de la financière de la construction du réseau et de nous faire engager sur la qualité du service qu'on doit vous rendre. Donc oui, nous favorisons le leasing dans ces conceptions d'infrastructures, de services et de batteries de stockage. Ludovic Lavarde, EDF n'est pas en reste, heureusement. A été créé Easyvia, vous allez nous en parler. C'était s'intéresser aux poids lourds, c'était il y a 1 an, c'était ça? Oui, merci Hervé. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à cet échange. Donc effectivement, Easyvia, c'est une filiale
du groupe EDF. Alors, ça ne fait pas un an qu'on travaille sur la mobilité, hein, donc Zivia a une expérience de plus de 20 ans maintenant dans les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Alors depuis 20 ans, vous allez me dire, ce n'était pas les poids lourds. On vient du monde du véhicule léger et de la voiture, mais on est assez fiers d'avoir déployé donc, sur le territoire un réseau de plus de 38 000 points de charge. Donc on connaît bien l'écosystème des infrastructures de recharge en France, avec cet esprit effectivement d'avoir des réseaux performants, durables dans la durée. Donc je rejoins des éléments qui ont été donnés. Donc un des nerfs et un des enjeux, c'est de bien superviser nos infrastructures pour à la fois garantir leur performance, la robustesse, la fiabilité et dans la durée. L'autre mot d'ordre, alors ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille avec les poids lourds, tout naturellement avec le développement, la décarbonation donc, du transport lourd en France. On a été très vite sollicité dans un premier temps par les transporteurs, les grands nationaux, les grands régionaux. Et donc on a pas mal développé les infrastructures de recharge au dépôt. Et je partage effectivement les chiffres et les pourcentages qui ont été cités précédemment. C'est le gros de notre activité, de pouvoir recharger les véhicules, les poids lourds en fait, au dépôt. On commence, et on a fait des annonces à Solutrans, donc à déployer des stations en itinérance donc en France, à la fois en Île-de-France, dans le Grand Est et puis dans le Sud-Ouest. Nous manquons encore beaucoup de stations de recharge en itinérance, donc je pense que nous-mêmes, avec nos confrères, on a un enjeu assez important pour la décarbonation des poids lourds, c'est de continuer largement le déploiement de ces infrastructures. Nous partageons aussi l'enjeu, et certains se sont très bien exprimés sur le sujet à Solutrans, la recharge partagée. On parle effectivement de réseaux semi-privés, semi-publics, donc c'est aussi une voie. Donc voilà, tout un écosystème où plein de solutions sont apportées. On verra finalement demain laquelle est la plus performante et qui a raison, mais on a raison de tester plusieurs mécanismes. Et surtout, et ça a été dit, ça passe avant tout par le besoin du client. Et le besoin du client, on l'a beaucoup entendu au salon aussi, c'est le fameux TCO. On ne décarbonera cette activité que si nous sommes performants d'un point de vue financier. Donc là aussi, on a beaucoup communiqué sur le fait qu'aujourd'hui, on trouve quand même de nombreux usages où les coûts sont compétitifs face à du B7, face à du B100. Mais il faut qu'on continue et les constructeurs sont là aussi avec des solutions et avec des véhicules de plus en plus performants et avec des autonomies encore un peu plus longues. Donc on est un peu au début de l'aventure. Il nous reste pas mal de choses à faire, mais ça commence bien. Votre avantage un petit peu, c'est la connaissance, expertise de cette énergie, l'électricité en fait, par rapport aux concurrents entre guillemets. Oui, disons que voilà, nous sommes énergéticiens, donc on a la capacité d'accompagner nos clients sur la durée. Donc le TCO, c'est pas uniquement de le tenir à l'achat du véhicule, c'est le tenir sur la durée, à la fois avec la performance du réseau, mais aussi avec une énergie compétitive. Donc on a cette capacité à accompagner les transporteurs sur la durée, donc sur du 3 à 5 ans et suivre nos infrastructures et leur performance sur la durée. Sur la maintenance aussi. Sur la maintenance, on peut en dire un mot. Chiffre important, oui, vous avez raison Hervé, la maintenance est stratégique aussi, et via la supervision, on a cette capacité de pouvoir agir sur nos infrastructures à distance avec nos équipes techniques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce qui nous permet de savoir en permanence, je parlais tout à l'heure de notre réseau 38 000 points de charge, donc on sait en permanence l'état de notre réseau, si la borne est raccordée, si elle charge, s'il y a besoin d'intervenir sur la borne. Et donc un chiffre que je vous partage, donc 80% de nos actes de maintenance en fait, sur nos réseaux sont faits à distance. C'est ça aussi l'électromobilité, c'est cette capacité à opérer et à intervenir sur nos réseaux à distance. Et le reste des interventions, bien sûr, se font à proximité avec des agences opérationnelles à moins de 4 heures de nos clients. Revenons sur également le principe de la recharge intelligente. On connaît notamment via EDF les périodes où, enfin même dans la vie au quotidien, pouvoir recharger à des prix les plus bas. Vous l'appliquez également, je crois, pour les recharges poids lourds. Oui, tout à fait. On a développé
le smart charging ou la recharge intelligente en français depuis le démarrage dans le secteur des poids lourds, donc depuis 2 ans. Donc pour des recharges qui sont au dépôt, on a besoin effectivement d'avoir une certaine amplitude de recharge pour pouvoir aller recharger les véhicules au meilleur moment de la journée lorsque les prix de l'électricité sont les plus bas. Et on rétrocède aux clients, aux transporteurs ce bénéfice. Donc ça fait un plus pour le transporteur aussi sur son TCO et sur sa performance économique. On est très fiers d'avoir remporté le prix de l'innovation à Solitrans, donc mardi soir, donc avec une autre filiale du groupe EDF, donc avec Drive, et nous équipons largement donc les transporteurs de cette technologie de recharge intelligente, donc la recharge au meilleur moment pour bénéficier des prix de l'électricité le plus bas. C'est aussi ça l'avantage de l'électromobilité, de travailler sur le produit électricité. Autre élément qui est important depuis 2 ans, je disais donc on équipe beaucoup les transporteurs. Et phénomène assez récent en 2025, on commence aussi à équiper les chargeurs, parce qu'on pense effectivement au-delà de nos confrères constructeurs qui sont contraints par la réglementation, et puis les transporteurs donc, qui courent derrière cette décarbonation, cette électrification. Il y a un enjeu aussi avec les transporteurs, donc je pense qu'on y reviendra certainement un enjeu aussi financier, mais ce que je veux dire, le signal que l'on voit aussi sur le marché, c'est que les chargeurs aussi s'intéressent à l'électricité. Donc c'est un signal aussi nouveau et qui nous encourage à continuer à développer ces infrastructures. Martin Jurkiewicz, donc directeur développement Voltix, donc on le rappelle, c'est le groupe Vinci, et vous avez décidé d'investir cette fois-ci dans les infrastructures donc, de recharge. Vous, votre avantage, c'est plutôt les infrastructures routières, les grands axes, où justement on peut avoir également des dépôts et des stations de recharge électriques. Oui, tout à fait. Donc nous, Voltix, on est une filiale du groupe Vinci. On a été créé fin 2023. Donc effectivement, on vient de ce monde de la gestion des infrastructures. On vient effectivement en complément aussi des réseaux de recharge en dépôt. Et donc la mission de Voltix, c'est vraiment de développer un réseau de bornes de recharge publiques en itinérance pour les poids lourds électriques. Et ça en France et en Europe. Le but, c'est de permettre la recharge pour les camions électriques en 30 minutes durant la pause réglementaire avec des points de recharge qui vont jusqu'à 1 MW. Et donc nous, dans nos stations, on a aussi un double connecteur CCS pour la technologie des camions électriques actuels et MCS qui est la technologie nouvelle. Et le but, c'est vraiment de positionner ce réseau le long des grands axes routiers en France et en Europe. Évidemment, de le faire aussi au maximum dans des zones logistiques. Voilà. Sur les grands axes, on va retrouver des stations traditionnelles avec des bornes électriques, je crois que jusqu'à 1 MW, c'est ça? C'est ça. Donc 1 MW, puisque c'est l'avenir. Le but, c'est de permettre la recharge en itinérance, vraiment d'être sur un temps masqué pour les transporteurs, c'est-à-dire qu'ils roulent 4h30, permettre la recharge en une demi-heure ou 3/4 d'heure pendant la pause réglementaire, avec la technologie MCS, et pour pouvoir charger sa batterie pour rouler à nouveau pendant 4h30. Détail important, c'est du 100% Vinci, on est d'accord. Hein. Et donc nous, on est 100% Vinci. 100% Vinci, ça veut dire aussi que vraiment, notre objectif, c'est pas seulement de créer une infrastructure de recharge pour vendre des kilowattheures. Évidemment, c'est un des moyens, mais le but, c'est vraiment de gérer une infrastructure et d'offrir en fait des services aussi pour les routiers, de profiter de cette recharge pour un temps masqué. Et donc, sur nos stations, on aura bien sûr une zone de service avec sanitaire, douche, distributeur automatique, et donc de créer en fait une petite aire de service comme sur autoroute, sauf que là c'est en dehors et pour permettre la recharge, donc exclusivement pour poids lourds électriques. Alors vous avez quand même passé des partenariats, notamment avec AS24, on parlait des cartes tout à l'heure, pour se reposer sur un réseau, on va dire, d'utilisateurs, donc notamment de PL électriques. Alors, pas encore. Ah pardon. Les nouvelles vont vite parce qu'on en a parlé juste avant, mais donc c'est bien, maintenant on va devoir le faire. Mais le but, en fait, nous, on est une filiale assez récente
on a été créé fin 2023. On vient de mettre en chantier notre première station. Et donc, je suis très fier de pouvoir vous dire où est-ce qu'elle va se situer. Elle va se situer en région Centre-Val de Loire, à Vierzon. Et donc, c'est un nœud vraiment pour les transporteurs. D'ici, et on va mettre en chantier en fait une deuxième station d'ici la fin de l'année. Les deux stations, on prévoit de les mettre en service au deuxième trimestre de l'année prochaine. Et évidemment, 2026, ça va être un tournant majeur pour le développement de ces stations de recharge Voltix publiques pour les poids lourds électriques. En réalité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en vous posant la première question, ça va être d'apporter votre savoir-faire en tant que gestionnaire d'infrastructure, justement. Parce Oui. qu'on voit, en fait, il y a beaucoup d'acteurs, on le voit aujourd'hui dans cette conférence. Votre avantage, c'est ça? Ouais. C'est un de nos avantages, évidemment. On connaît les transporteurs, on est vraiment très proche des transporteurs. Je pense que vous avez eu l'occasion peut-être d'aller sur le stand Vinci Autoroute avec aussi la partie radio Vinci Autoroute et l'émission Les routiers sont toujours aussi sympas. On n'a pas créé Voltix dans notre chambre, on a vraiment essayé d'être proche des transporteurs, soit des transporteurs qu'on connaît, qui circulent sur le réseau, soit les fédérations de transporteurs, pour pouvoir vraiment créer une station qui répond aux besoins des transporteurs et qui va être vraiment l'enjeu de ces prochaines années. Et une infrastructure, ça a vocation évidemment à être là pendant plusieurs décennies. Donc c'est vraiment l'objectif. Est-ce que les recharges, et notamment les prix ou éventuellement des abonnements, seront séparés du prix de l'autoroute, du péage? Alors oui, oui, on est vraiment... nous, nos stations, elles seront principalement en dehors des autoroutes, mais à proximité immédiate, donc toujours à moins de 3 km. Le but, c'est de vraiment pouvoir être un repère pour les transporteurs, de pouvoir planifier ces trajets, ces plans de transport, et de savoir que je peux m'arrêter typiquement donc, à Vierzon, mais dans les deux sens de circulation, pas seulement sur un côté. Les aires de service, elles vont s'équiper aussi en bornes de recharge rapide pour les poids lourds électriques, mais ça, c'est Vinci Autoroute qui s'en occupe, et c'est en cours de développement. Nous, le but chez Voltix, évidemment, c'est d'être interopérable. Donc maintenant, avec AS24 et Total Energy, mais aussi avec les autres services en fait, de mobilité pour que tout le monde puisse avoir une carte et charger dans les stations Voltix. Messieurs, je vous remercie. Je vous propose de rejoindre la salle. On peut vous applaudir. Et pour la deuxième partie, je vous propose d'accueillir Christophe Tarot, président de PowerMust, Arnaud Bilek, cofondateur et directeur général d'Energem, Tom Lyonnais, responsable du marché transport et logistique chez Bump, et Tariel Chameroy, directeur RSE développement durable et les livraisons urbaines chez DB Schenker. Alors avant de voir tout à l'heure avec vous Tariel, c'est bien de parler aussi avec un transporteur, de voir ce qui se passe, de faire un premier état des lieux sur l'électrique et notamment sur les recharges. Arnaud Bilek, donc vous êtes Enerjump, on vous connaît bien sûr dans le biométhane et l'électrique. Arnaud, voilà, on va vite représenter Enerjump, donc biométhane, je le disais, et électrique, c'est ce que vous proposez et notamment en recharge. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis effectivement cofondateur d'une société qui s'appelle Enerjump. Donc Enerjump est né il y a une dizaine d'années de la volonté de transporteurs, déjà à l'époque, de construire des stations biométhane. Le constat, alors on peut l'appliquer à l'électrique aujourd'hui, même si c'est de manière un peu différente, mais c'est que le biogaz ne sortait pas parce que les transporteurs ne voulaient pas investir dans des camions parce qu'il n'y avait pas de station. Et les fournisseurs d'énergie ne voulaient pas monter des stations parce qu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de camions. Donc on a essayé de résoudre ce paradoxe et on l'a fait en fait en mettant des transporteurs au capital de notre petite PME. Et on a comme ça maillé un petit peu le territoire du sud-ouest jusqu'au nord. Et aujourd'hui on a une petite vingtaine de stations qui distribuent du biogaz. Et maintenant l'enjeu, depuis maintenant 1 an ou 2, c'est de les faire passer sur de l'électrification avec une offre Watt-Up. Donc Enerjump est aujourd'hui opérateur et distributeur d'énergie. Nous ne sommes pas énergéticiens, mais distributeurs d'énergie. Et à côté, à Solutrans, nous avons annoncé également la création de 2 nouvelles sociétés, Infrafleet et Tenet, pour ce qui concerne la construction d'infrastructures d'énergie, de transport pour tous les opérateurs et la maintenance de ces infrastructures.
pour le compte de tiers. Alors, vous êtes persuadé qu'on va rester sur l'électrique, c'est ça, le mix énergétique, d'autres solutions Nous, énergie? notre projection 2050, c'est que 2050, il y aura encore un peu de tout, que l'électrique sera loin de satisfaire tous les besoins et qu'on aura du biodiesel, du biogaz, du diesel, encore un petit peu, et que l'électrique va évidemment prendre toute sa place, mais que effectivement, il faut laisser le temps. Et comme on l'a vu, c'était extrêmement intéressant. On voit que chaque opérateur, en fait, l'électrification met en jeu différentes briques technologiques et que, à la fois, ces briques technologiques aujourd'hui vont évoluer et que l'agencement de ces briques aussi peut être évolutif. Notamment, j'entendais parler de la recharge intelligente. Je crois que la recharge intelligente, c'est pas tellement tout le monde se focalise sur l'électron. La vraie question, c'est l'infrastructure, parce qu'on peut aussi faire de la recharge intelligente à partir de la conception des infrastructures. Mais on en reparlera. Mais est-ce que la concurrence ne risque pas d'être rude? On le voit, vous êtes nombreux en acteurs de tout ce qui est en infrastructure aujourd'hui. Dans la première partie, on voyait que des grands groupes, justement, se lançaient dans les infrastructures de recharge. Et vous autres, vous êtes ici présents, plutôt des privés, on va dire, des petits privés. Concurrence rude bientôt? La concurrence, elle est saine. Alors que le chacun... parc poids lourd est pour l'instant restreint? Oui, non, elle est déjà rude. Hein. Elle n'est pas si restreinte que ça, parce que chacun veut se faire sa place, veut des cas emblématiques, veut signer avec des grands distributeurs, des grands chargeurs. Bon, mais la réalité, c'est que voilà, il y aura le... Disons que j'ai la faiblesse de penser que c'est pas parce qu'on est gros qu'on est forcément plus agile et qu'on a forcément la bonne solution, du moins au départ. Après, la question du déploiement et de la généralisation, c'est un autre sujet qui demande énormément de capex, énormément de moyens financiers pour déployer et pour tenir. Parce que la réalité, c'est que ce sont des infrastructures, contrairement, je dirais, au gaz ou au pétrole, hein, l'infrastructure électrique, c'est une infrastructure qui est distribuée, qui est massive et qui, si on veut aller chercher de la puissance et de la performance, réclame à la fois des CAPEX et des OPEX très importants. Donc la question du rythme de déploiement par rapport à l'arrivée des camions, il ne faut pas se tromper. Tout ce qui concerne le biogaz et notamment les autres biocarburants? Alors moi je parlerai pour le biogaz, hein, je ne vais pas prononcer pour les... puisque nous on ne fait pas on fait que le biométhane sous forme liquéfiée ou compressée. Parce qu'on a parlé beaucoup d'électrique, que d'électrique tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier également les biocarburants, c'est pas les le autres thème, énergies. je crois, c'est pas tellement le thème, mais néanmoins, nous voilà, on voit que les transporteurs qui se sont engagés vers le biométhane ou vers les biodiesels sont aussi ceux qui s'engagent vers l'électrification. C'est bien que ces entreprises-là sont préparées aux multi-énergies, ont bien compris qu'il ne fallait pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, et que ce qui va faire demain la force d'une exploitation de transport, cette capacité, ou d'une société de transport, c'est cette capacité à jongler avec la bonne énergie, pour la bonne activité, pour le bon client, avec le bon prix. Un cadre réglementaire est important également. On parlait en préparant la conférence d'une loi sur les stations multi-énergie. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui avancent plus ou moins vite. Alors, du coup, je ne sais pas exactement à quelle réglementation tu fais référence, mais ce qui est certain, c'est que, in fine, on est dans le transport sur un marché ultra concurrentiel. Le prix est déterminant. Et le prix, c'est à la fois des coûts, mais c'est aussi des signaux fiscaux et réglementaires qui sont déterminants. Donc, pour ce qui est en tout cas du biométhane, on attend effectivement l'arrivée de l'IRIC en 2027. Il y a aussi le TS2 qui doit rentrer en vigueur. Et donc les signaux prix qui nous viennent d'ailleurs d'autres pays qui ont déjà mis en place ces mécanismes fiscaux voilà, nous laissent à penser que ces solutions-là vont également être assez compétitives en futur et venir compléter utilement l'électrification. Tom Lyonnais, donc BUMP, vous avez une offre poids lourd pour des recharges en entrepôt qui est plutôt votre approche, je crois, hein, c'est ça? Tout à fait. Merci déjà de m'avoir convié à cette table ronde. Aujourd'hui, BUMP, c'est vraiment un pure player de la recharge. L'entreprise, elle a été conçue pour aider les flottes professionnelles à se décarboner, donc les flottes électrifiées, à travers des solutions de recharge qu'on va qualifier de 360.
Alors, assez naturellement, on a plutôt commencé sur des plus petits véhicules que du poids lourd, qui étaient notamment des cas d'usage de voitures en car sharing, autopartage, où ils avaient des difficultés à se recharger à un coût attractif, à trouver les bons emplacements de recharge, si tant est qu'il n'y avait pas une voiture thermique qui était garée à l'emplacement nécessaire. Donc en fait, on avait fait des dépôts semi-privés, semi-publics à charge rapide dans des milieux contraints, urbains. Et en fait, grâce à ça, on a acquis 2 compétences. La première, c'est de savoir maîtriser la recharge critique. Donc, la recharge critique, c'est de dire que si demain, le véhicule n'est pas rechargé au niveau escompté, on a une perte sèche opérationnelle de 1, ce qui ne peut pas fonctionner. Et le deuxième chose, c'est de savoir faire des infrastructures puissantes dans des milieux qui sont contraints, où il y a un faible empattement au sol, finalement ce qu'on va retrouver dans les entrepôts logistiques. Assez naturellement, on a vu des logisticiens du dernier kilomètre qui venaient se recharger sur ces infrastructures-là. Et c'est comme ça en fait qu'on a transité à aller faire de la recharge au dépôt directement. Et avec l'arrivée du poids lourd et la maîtrise un peu de ces 2 compétences, on a attaqué du coup ce marché-là depuis maintenant 1 an et demi. Alors vous avez passé un partenariat avec Engie, je crois aussi. Tout à fait. Vu qu'aujourd'hui on ne couvre pas ce segment de la recharge en itinérance pour poids lourd, on s'est associé avec Engie. Engie qui, eux, sont focalisés maintenant sur cette partie-là. L'idée, c'est que nous, ce qu'on avait porté en fait côté VL, c'était l'idée de pouvoir créer un système informatique recharge qui va permettre de traquer tous les flux, de les concentrer dans un seul et même système, qui soit une plateforme ou qui soit directement dans les outils informatiques du client, et qui va lui permettre de savoir finalement, au final, quel est mon coût kilowattheure, comment il évolue, selon les différents lieux de recharge. C'est une plateforme, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Et du coup, on aide Engie là-dessus, où le client va pouvoir utiliser la plateforme Bump tout en se rechargeant sur les clients Engie et avoir cette répartition de flux. Et il peut s'interconnecter avec le plan transport. Tout à fait. Aujourd'hui, l'idée, c'est que finalement, on peut avoir des plans de transport dynamiques. À l'échelle d'un ou 2 camions, c'est assez facile encore de le gérer manuellement. Maintenant, on a tous la conviction que la recharge électrique le camion électrique va prendre de l'ampleur. Donc, à l'échelle de plusieurs dizaines de camions, voire centaines dans le futur, il va falloir automatiser tout ça. Donc, automatiser tout ça, ça veut dire de pouvoir savoir en temps réel quel est le plan de transport, quels vont être les besoins de recharge du véhicule A par rapport au véhicule B, de pouvoir répartir en termes de puissance tout ça. Parce que si un camion fait 3 fois plus de kilomètres et a 2 fois moins de temps de charger, il va naturellement avoir beaucoup plus besoin de recharge que celui qui est à côté. Derrière, ça va être aussi de savoir prendre d'autres facteurs variables. On a parlé beaucoup de l'énergie, etc. On va nous modéliser le contrat énergétique du client. On n'est pas énergéticien, donc il sera maître de sa stratégie. Néanmoins, par contre, on va pouvoir associer aussi ce critère variable pour, au-delà d'automatiser, ça va être optimiser le coût de l'électron par rapport à ces différents critères. Votre plus, c'est quoi? C'est plus l'analyse, en fait, en amont? Notre plus, je pense, ça va être la capacité d'être très agile, d'avoir un outil qui est notre outil propre et qui va être développé et qui va pouvoir s'interconnecter avec d'autres outils. Et notamment avec les outils déjà existants du client, CTMS, etc. Alors on parlait justement de souplesse. Il y a également de la création en infrastructure de recharge. Christophe Tarot, donc vous êtes président et fondateur de PowerMust. Vous allez nous présenter donc, on va dire, une infrastructure nouvelle et un peu plus souple, containerisée, hein, c'est ça hein? C'est ça. Bonjour à toutes et à tous, merci Hervé. L'idée pour moi, c'est de proposer aux clients une solution de recharge au dépôt, pour les raisons déjà évoquées, mais une solution simple, rapide et économique. Les clients, je suis dans le camion depuis 35 ans, les clients me disent toujours la même chose depuis quelques années. Il faut qu'on recharge au dépôt, mais la connexion électrique de nos dépôts est insuffisante. On manque de puissance pour recharger nos camions. Et donc, puisqu'on manque de puissance, on n'achète pas de camion électrique, donc la décarbo ne progresse pas. Et il y a des solutions qui existent. Et donc, moi, j'ai absolument voulu trouver une solution qui permette de résoudre ce problème, tout en évitant de se connecter à la haute tension, puisque quand on a un parc faible au départ, connecter à la haute tension, ce sont des coûts qui sont importants. Le temps est important pour obtenir cette connexion-là. Et donc, j'ai absolument voulu trouver une solution qui résolve ce problème-là. Et je l'ai trouvé à travers la mise en place de batteries de stockage, des batteries tampons, qui s'installent entre le compteur et la borne pour justement pouvoir charger ces batteries à la petite vitesse du compteur, tout en rechargeant les camions avec la grande capacité des batteries. Et par ce moyen-là, on évite effectivement d'aller se connecter
dans un premier temps en haute tension quand on a 2, 3, 4 camions sur son parc. Ça peut être sur dépôt, ou sur un chantier, sur où on Alors, veut un peu. oui, c'est principalement au dépôt. Après, effectivement, j'ai des solutions mobiles pour aller sur les chantiers. Mais si on s'intéresse au transport routier, c'est principalement au dépôt. Et je crois, vous m'avez dit, 3 IACTROS par jour, c'est ça, en recharge? Alors oui, suivant la taille des stations. Pas sur la taille, bien sûr. On peut, alors c'est même pas par jour, c'est simultanément. On part du principe, ou je pars du principe, ou du calcul extrêmement simple, qui dit qu'un compteur en basse tension peut distribuer 250 kW. C'est sa puissance maxi. Et 250 kW en 24 heures, ça fait 6000 kWh malgré tout qui sont disponibles. Et 6000 kWh, ça permet de parcourir 5000 km en camion. Ce qui veut dire que même avec un petit compteur électrique, on a de quoi remplir des batteries pour parcourir 5000 km en camion. Ce qui représente 12 camions qui font 400 km chacun. Je connais aujourd'hui peu, voire pas du tout de flotte, qui sont équipés de 12 camions qui font 400 km chacun et qui rentrent tous les soirs au même dépôt pour se recharger. Or, la solution existe malgré un petit compteur. Voilà, c'est ça l'avantage. Et c'est également le temps imparti de l'installation, puisqu'on sait que la mise en place d'une station plutôt en dépôt, aujourd'hui, c'est entre 6 et 9 mois, voire 1 an pour bien au-delà de l'acquisition du poids lourd électrique. Et vous, c'est en laps de temps? Alors le laps de temps, il est de 4 à 5 mois, le temps de fabriquer la station et puis de l'amener jusqu'en Europe, sachant que la station elle est conteneurisée, ce qui veut dire que les bornes et les batteries sont posées sur un socle métallique et tout ça se transporte comme un conteneur. Tout est câblé d'usine et donc on la dépose avec un camion grue dans le site et puis les câbles ont été amenés dans l'intervalle, on la branche, on la démarre et c'est parti, on recharge. On installe le matin, le soir on charge ces camions. Et l'idée, c'est de faire baisser le coût distribué aussi, non? Alors l'idée, bien sûr, c'est de faire baisser l'ensemble des coûts, hein, surtout quand on est en phase de démarrage. Voilà, on considère que, grosso modo, on a 30% de baisse de coût par rapport à une installation plus traditionnelle. Et donc, ce qui permet de démarrer plus facilement pour les transporteurs. Et donc, le temps de fabriquer le ou les camions électriques, le délai, il est de 3 à 6 mois, suivant qu'on ait un tracteur, un porteur carrossé, etc. Bon, eh bien, la station est arrivée, on peut démarrer. Tariel, beaucoup d'offres sur le marché, et encore ces quelques exemples. DB Schenker, enfin DSV maintenant, vous avez déjà une flotte électrique assez importante, 137 poids lourds, c'est ça? Plus de 200 poids lourds d'ici début 2026. Et comment se passent les recharges alors chez DB Schenker? Oui, je corrige les chiffres parce qu'on a déjà rendu 2 véhicules qui sont arrivés en cours de vie. Voilà, 135 là aujourd'hui. 135 poids lourds électriques sur le territoire national et puis 400 véhicules sur l'Europe. Donc ça représente une flotte importante, même si ça représente peu par rapport au total, toujours. Hein. Donc soyons très prudents sur tout ce qui est encore à faire. Alors concrètement, comment ça se passe chez DB Schenker pour la recharge? Alors la recharge aujourd'hui, donc on a la chance d'avoir commencé avec les porteurs disponibles sur le marché qui opèrent donc en cycle urbain dans la ville, en distribution ou en courte distance, on peut dire, autour de nos dépôts. Donc on retourne au dépôt le soir et les véhicules ne tournent pas le soir. Donc nous avons assez simplement installé des bornes 22 kW à des prix peu chers, avec des abonnements aussi peu chers sur la partie électrique et d'avitailler sur des durées de 7 à 8 heures pour les principaux véhicules qui tournent aujourd'hui sur le territoire national. Et on est donc à un virage avec l'avènement des véhicules qu'on peut voir là ici sur le salon, qui sont les tracteurs. Donc jusqu'à présent c'est ça, et donc on construit le futur avec des infrastructures plus lourdes. Alors vous dites que l'enjeu justement de la mobilité électrique, c'est déplacer des camions aux infrastructures. Donc c'est vraiment un enjeu aujourd'hui. Enfin, on le sait, mais enfin. Oui, clairement. Je pense que le sujet, quand on a commencé avec les premiers poids lourds électriques il y a 8 ans, c'était déjà de rétrofiter des thermiques en électrique. Hein. On s'amusait à ça déjà. Donc c'était des belles expériences il y a 7-8 ans, 9 ans même. Aujourd'hui, l'offre de poids lourds électriques est au rendez-vous. Enfin, on le voit bien sur le salon. Donc c'est plus notre enjeu. Sur la partie véhicule, l'enjeu se déplace sur les infrastructures coûteuses, coûteuses à plusieurs titres, coûteuses dans le temps, coûteuses en argent, et qu'il faut arriver à moduler par rapport à l'arrivée des véhicules. N'oublions pas toujours que le véhicule est quand même l'organe qui décide. C'est-à-dire que le transporteur n'a pas par essence une vocation de mettre des bornes pour mettre des bornes. L'intérêt, c'est que le véhicule soit sur la route,
et qu'il opère des livraisons, des enlèvements. C'est quand même ça le cœur du sujet. Donc toute la question du smart charging est intéressante, mais on est quand même tributaire du moment où le véhicule est chez nous. Hein. Donc même s'il y a des heures creuses, même si on peut optimiser, si le véhicule n'est pas là, il n'est pas là. Donc ça, c'est quand même un point important à notifier. Ça se déplace effectivement vers l'avitaillement, lié principalement à l'augmentation des autonomies qu'on a revendiquées depuis des années, et donc maintenant avec des véhicules qui avoisinent les 600 km d'autonomie, et donc les puissances qui sont là en besoin. Ce qui veut dire que, comme effectivement on partage ce qui a été dit dans la table ronde d'avant, l'intérêt de l'avitaillement au dépôt est bien là, puisque l'électron est moins cher. Il faut qu'on se dote de capacités haute puissance, donc c'est-à-dire installer des transformateurs, installer des bornes qui soient capables d'aller peut-être pas jusqu'au mégawatt, mais au moins à 400 kW. Alors l'électrique a aussi ses limites. Vous dites on arrive à un seuil de saturation en puissance, donc c'est un point important, et en nombre de places. Oui, la question de l'autonomie des véhicules, c'était bien un sujet. L'autre plafond de verre qu'on touche, c'est que les entrepôts logistiques ont des espaces de parking qui sont limités. Et donc on ne pourra pas continuer avec une borne, une prise. Et donc c'est bien la haute puissance qui vient en ligne de mire, avec la capacité de pouvoir ravitailler des véhicules sur plusieurs cycles, sur la même période. Et donc avitailler de manière forte avec un jockey qui va bouger le véhicule pour éviter que le conducteur refasse tourner son chrono. Donc effectivement, plus de bornes haute puissance dû à un manque de place sur les parkings, et donc la capacité de faire tourner les bornes plusieurs fois par cycle, et donc les rentabiliser aussi en faisant, et ça a été dit aussi sur la table ronde d'avant, faire venir des clients uniquement sur la partie avitaillement électrique. Chose importante, quand on a préparé la conférence, vous m'avez annoncé que vous alliez avoir une nouvelle activité également, pas anodine, c'est l'achat d'électricité avec éventuellement des reventes d'électricité à un transporteur extérieur. Oui, alors la question électrique change tous les paramètres de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Avant, 25% du coût d'un camion, c'est l'énergie, pétrole. Quand on commence à rentrer avec ces briques technologiques, on commence à réfléchir, bah oui, mais si on achète de l'électricité, bah pourquoi pas la produire? Donc on a des obligations réglementaires qui nous orientent vers la production électrique, ou du moins la solarisation de nos parkings et de nos toitures. Donc quitte à faire ça, bah, autant l'utiliser sur nos sites. Donc pourquoi pas effectivement avoir des batteries stationnaires. Et donc on rentre dans un modèle économique qui est complètement transformé, où le coût de l'énergie va probablement être marginalisé par rapport à ce 25% qu'on a connu jusqu'à présent. Donc évidemment, on est en train de construire un modèle économique complètement différent qui fera probablement, en fonction des choix qui ont été pris d'un transporteur à un autre, un modèle économique plus difficile. Donc oui, produire, stocker, distribuer, superviser, revendre, c'est avec des intermédiaires. Hein, c'est bien ça notre modèle économique qui se transforme. Et c'est un nouveau métier. Sachant que notre scope 3 est bien supérieur à notre scope 1, c'est notre flotte en propre. Et vous arrivez même, je crois, à facturer 1 € à vos clients par rapport aux nouvelles énergies? Alors, bon, ça c'est toute la question des chargeurs et de leur contribution à la transition énergétique du monde du transport et de la mobilité lourde. On voit un certain nombre de chargeurs, donc, et le monde des constructeurs en font partie, puisqu'ils sont sous pression de la norme Vecto, donc bah, c'est à eux de bouger finalement avec leur propre parc et de nous demander de faire des transports plus verts avec des véhicules électriques. Après, il y a une entreprise comme la nôtre, c'est 25 000 clients sur le territoire national, donc tout le monde n'est pas prêt à être capable de mettre un véhicule électrique. Nous sommes des groupeurs, nous sommes des mutualiseurs, on fait partager la caisse mobile, le véhicule, l'entrepôt à plein de clients. Et ben, on est parti du même principe et on leur fait payer une quote-part de notre transition énergétique, on leur facture un petit supplément. Tous les clients à tous ceux qui veulent bien payer. Oui, donc certains ne veulent pas, libre à eux. Mais la grande majorité veulent payer effectivement pour faire en sorte que ce transporteur soit capable de pouvoir investir lui-même, puisque ça a été dit à maintes reprises, c'est des millions et des millions d'euros dont on parle pour pouvoir
installer l'ensemble de cette transformation. Et vous arrivez à un TCO moins cher que le thermique, mais hors infrastructure et hors réduction carbone. Oui, il y a 3 grandes composantes qui viennent nous aider dans ce TCO aujourd'hui. Alors les cas d'usage sont différents, donc il ne faut pas comparer les poires et les pommes là, mais globalement entre les aides d'État, appel à projet, C2E aujourd'hui, advenir, Tiruert, voilà, tout ce volet-là qui pèse dans la balance. Toute la partie leasing, longue durée, maximisation des tonnes kilomètres qu'on pousse sur ces véhicules-là sur des durées plus longues. Des aides de région aussi peut-être. Voilà, exactement. Ce volet, on va dire, opérationnel et le dernier volet, donc ce que nos clients peuvent nous apporter en contribution. On a une grande partie de notre flotte électrique qui aujourd'hui, hors infrastructure, je dis bien hors infrastructure, est inférieure aux véhicules thermiques. Mais en tant que transporteur, vous ne pensez pas qu'il y a de plus en plus trop d'acteurs justement dans les infrastructures de recharge électrique? On s'y perd pas un peu? Je suis extrêmement démarché, c'est la jungle. Mais bon, je pense qu'on est dans un nouveau monde. Ce chiffre de 200 poids lourds, l'année prochaine on aura 200 poids lourds sur le territoire national. 200 poids lourds, je vous donne une dimension, et on fait tourner à peu près 7000 poids lourds. Donc 200 sur 7000, donc c'est normal que tout le monde se cherche. On est dans les balbutiements, on est dans une révolution qui se fait très rapidement, mais néanmoins on n'est qu'au démarrage de tout ça. Donc c'est normal que plein de solutions soient présentes. Après, chacun fait des choix, il faut espérer que les choix qu'on fasse soient les meilleurs pour le futur. Je crois que c'est ça le rôle d'un dirigeant. Merci en tout cas, belle conclusion. Je vous remercie, on peut vous applaudir. Merci en tout cas d'avoir assisté à cette conférence sur les infrastructures électriques. Merci.